Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là pour cette conférence donc autour des dynamiques de professionnalisation chez les têtes de réseau. Donc nous sommes aujourd'hui donc cette conférence donc que j'anime. Moi je suis Virginie Lyons, responsable du réseau international des cités des métiers, et je suis accompagnée pour traiter ce sujet donc de Julia Collis, vice-présidente du réseau international, déléguée à la professionnalisation et manager de la Cité des métiers de Bruxelles. Nous avons également avec nous Massimo Ghezzi de la Cité des métiers de la Suisse italienne à Bellinzona. Pas de souci. Et puis également Corinne Lamontagne, donc conseillère à la Cité des métiers de Bruxelles, mais également conseillère formatrice au sein du réseau. Et puis enfin Pauline Boivin, qui représente le réseau Lifelong Learning Platform, un réseau basé à Bruxelles, qui réunit des acteurs de l'éducation tout au long de la vie et de la formation. Donc chacun pourra nous parler un peu plus de son expérience, de son travail. Donc peut-être que parmi l'assistance, certains ne connaissent pas le réseau international des cités des métiers ni les cités des métiers. Donc je vais commencer et introduire cette conférence en disant quelques mots très succinctement. Donc le réseau international des cités des métiers représente à ce jour 24 cités des métiers réparties dans 6 pays européens. Les cités des métiers, donc il s'agit d'un dispositif qui a été créé en 1993 ici à Paris, à Paris-la-Villette, par la Cité des Sciences. Et donc à l'époque, il s'agissait de créer des espaces dédiés à l'orientation et à la vie professionnelle. Ces espaces visaient à regrouper en fait la pluralité que constituent les acteurs de l'orientation, de l'insertion professionnelle, de l'évolution professionnelle en un même lieu, mais aussi de mettre à disposition du public un espace de conseil, d'accueil, mais aussi un espace de documentation sur ces thématiques-là. Et donc aujourd'hui, les cités des métiers proposent aux citoyens, se présentent comme un lieu ressource, un lieu d'information accessible à tous et toutes, sans rendez-vous, gratuitement, à tout public et de manière anonyme. Donc au sein des cités des métiers, on peut trouver des espaces de conseil, des espaces de documentation, des ateliers, et afin de pouvoir avoir accès à l'information et à du conseil en matière d'orientation tout au long de la vie. Nous présentons cette conférence aujourd'hui parce que le réseau des cités des métiers, parmi ses missions, se donne tout d'abord pour mission de fédérer les cités des métiers, de les représenter, mais également de mener avec elles des actions de professionnalisation afin de faire converger un petit peu les pratiques de leurs membres autour des valeurs de la charte que ces cités des métiers respectent et autour de laquelle les cités des métiers s'engagent. Ces actions de professionnalisation prennent des formes diverses, des espaces de mutualisation, des actions à destination des conseillers en cité des métiers, et également nous avons pu les mener dans le cadre de projets européens où nous avons pu élaborer des contenus qui visent la professionnalisation de nos membres. Ces projets, certains ont notamment été labellisés bonnes pratiques, ce qui montre une reconnaissance de l'importance de ces missions pour les têtes de réseau en matière de professionnalisation de leurs membres. Donc cette conférence a pour volonté un petit peu de prendre du recul sur ces dynamiques de professionnalisation interne, donc avec la présence des représentants des cités des métiers du réseau, mais également porte la volonté de mettre en perspective un petit peu les enjeux qui traversent ces actions de professionnalisation, de montée en compétences. Et c'est pour ça que nous avons invité le réseau Lifelong Learning Platform, qui pourra nous faire part un petit peu de comment ils mettent en œuvre ces enjeux, ces problématiques-là au sein de leur structure et auprès de leurs membres. Donc,
J'ai un peu beaucoup parlé, donc je vais donner la parole à mes intervenants. Donc tout d'abord Julia Collis, donc vice-présidente au sein du réseau, déléguée à la professionnalisation. Julia va nous parler un petit peu de son rôle au sein du réseau et également des enjeux, de comment c'est perçu à l'intérieur du réseau. Je t'en prie. Merci Virginie pour cette introduction très, très exhaustive. Je commençais à avoir un peu peur. Je me disais, mais tu vas tout me prendre mon speech, mais j'ai encore des choses à vous raconter. Voilà, alors tout d'abord, je vais vous présenter le processus de certification, de professionnalisation dans le cadre du réseau. Donc c'est à partir de 2014 qu'un groupe de professionnels issus de différentes cités des métiers se sont réunis, pilotés par le CNAM, pour mettre en mots leurs pratiques professionnelles au quotidien, leurs pratiques enrichies dans le contexte décloisonné et pluridisciplinaire que représente une cité des métiers dans son concept. De ces rencontres a débouché un référentiel de compétences. On a pu en constituer un qui est en fait une relecture des actions, des gestes, des postures professionnelles qui sont traduites en compétences. Et de par ce référentiel, notre premier fil rouge, la professionnalisation, avait pris jour. Alors, qu'est-ce que professionnaliser ? Au sens du réseau, j'ose me projeter en disant que c'est un processus d'abord pragmatique. C'est professionnaliser, c'est apprendre de sa propre expérience en mettant en mots, en nommant ce qu'on fait. C'est le terreau propice pour être ensuite dans l'échange de mutualisation, d'enrichir ce terreau qui permet d'apprendre de l'expérience de l'autre. Professionnaliser, c'est aussi procurer de la valeur à ce qu'on fait. C'est le regard qu'on porte sur soi-même en tant que professionnel. C'est ensuite nourrir le sentiment de compétence pour ensuite être réceptif à une certification qui peut nous être octroyée par le regard externe. Professionnaliser, c'est aussi certifier. Voilà, donc c'est ce processus-là qu'on a mené de manière tout à fait pragmatique au sein du réseau. À partir de là, on a modélisé une formation de base destinée aux professionnels aguerris, mais des professionnels de nouvelles cités des métiers. Parce que travailler dans une cité des métiers, je l'ai dit, c'est être dans un format ouvert, c'est dans un format pluridisciplinaire, avec une pratique qui est autre que si on travaille en silo. Professionnaliser, après on a, pardon, je me perds dans ce que je voulais dire. Je reviens. En professionnalisant dans le cadre du réseau, on a mis les pieds dans une réflexion de certification interne. Voilà. Et cette certification interne peut prendre un sens très différent suivant les cités des métiers. En fonction des porteurs techniques d'une cité des métiers, les exigences en formation peuvent être très différentes d'une cité des métiers à l'autre. Dans certaines, il faut des certifications, des diplômes qui sont les prérequis pour y travailler. Et dans d'autres, la pratique professionnelle suffit. À un moment donné, la certification devient pierre angulaire, forcément, pour asseoir une carrière et pouvoir être autorité compétente, reconnue pour professer dans un cadre professionnel. Ça permet aussi la mobilité professionnelle, bien entendu.
La certification interne au réseau est un enjeu qui n'est pas terminé, qui est toujours en phase de construction. On a statué, on a créé différents rôles parmi les formateurs. On a des formateurs, ils sont tous en co-formation. Les formateurs sont d'abord stagiaires. Ensuite, après une observation et une co-animation, ils deviennent formateurs. Ensuite, deviennent formateurs de formateurs. Et la première certification qui a émergé dans le cadre du réseau, c'est le Master Trainer. Je le dis à l'anglaise parce qu'il est rédigé à l'anglaise, mais c'est un master de formation, de formateur. Alors, ça peut sembler être une marque plutôt symbolique, mais en fait, c'est une opportunité d'obtenir une reconnaissance interne, une reconnaissance de soi à soi et asseoir son sentiment de compétence pour pouvoir ensuite l'utiliser et faire de la navigation professionnelle, ça je l'ai dit. Nos axes de professionnalisation dans le cadre du réseau portent sur différents éléments. La formation en tant que telle, les actions de formation qui reposent sur les principes de la charte. Cette formation interne délivrée entre pairs, de pair à pair, de formateurs conseillers en Cité des métiers à d'autres conseillers Cité des métiers et par ailleurs formateurs. C'est un échange de pratiques d'abord. C'est pas une formation descendante, c'est un échange de pratiques sur les différentes réalités, comment les valeurs du label sont vécues dans la réalité des différents territoires. C'est donc une mutualisation des pratiques. Et ensuite, c'est une invitation à être dans la co-construction de solutions innovantes, d'ateliers qui pourraient répondre à des besoins spécifiques des publics de la région. Et au-delà d'une action, d'une cohabitation pluridisciplinaire, on pourrait même parler d'accès à des actions transdisciplinaires, c'est-à-dire qui vont au-delà de ce qui est prescrit dans le cahier des charges des uns et des autres. C'est par la force de la mutualisation et de la co-construction qu'on arrive à des solutions qui sont innovantes. Et ça, le terreau de la Cité des métiers, dans son principe, dans son paradigme, le permet, l'autorise. Alors, on a ces actions de formation qui ont dû évoluer. Et on cite plus la Covid qui nous a obligés à monter en compétences sur le plan numérique, à être très adaptable, et puis à asseoir, c'était une occasion d'ancrage d'une compétence clé qui est celle de faire face à l'inattendu. De cela a émergé une envie de mutualiser les thématiques d'ateliers porteuses. Il y a des cités de métiers qui innovent sur des thématiques d'ateliers qui sont innovantes, qui sont des thématiques phares et qui méritent d'être partagées. Alors, on l'a partagé en se référant à l'expérience du numérique, en créant des webinaires qui s'appellent « Une cité des métiers, un atelier », où des professionnels sont en ligne à raison de 4 fois par an pour justement pratiquer, partager leurs pratiques et ensuite mutualiser les outils d'animation, les outils de présentation qui sont postés ensuite dans une boîte à outils qui est une façon de pérenniser cette mutualisation. Sur les impacts les actions de professionnalisation du réseau, en fait, là, ce sont des premières, des grands livrables qui sont toujours d'actualité. Et bien entendu, on doit continuer
à œuvrer, à innover, et il y a un nouveau besoin qui émerge, c'est un niveau de formation, de professionnalisation niveau 2 pour les professionnels aguerris qui sont en cité des métiers depuis longtemps et qui ont besoin de prendre du recul par rapport à leur pratique et prendre la hauteur. Alors, quand on s'adresse à des formateurs aguerris, comment s'y prendre ? Une des options, c'est d'être dans la supervision, l'intervision, l'échange de pratiques entre pairs, cette fameuse méthode bien connue de APP, analyse de pratiques entre pairs, qui est une méthodologie très régulée et aussi très applicable, très simple à mettre en place. Peu onéreuse financièrement. En temps, bien sûr, il faut investir un petit peu pour être dans l'introspection par rapport à sa pratique et puis dégager des problématiques qui sont peut-être plus à travailler communes, plus à travailler sous des angles d'échange, de croiser les regards. On a un autre défi, c'est aussi d'adapter la professionnalisation, la mutualisation des différentes pratiques auprès des cités des métiers qui auraient plus de difficultés à maintenir leurs collaborateurs parce que celles-ci parfois souffrent d'un phénomène de turnover assez élevé ou d'autres cités des métiers qui ont de la peine à rester ancrés dans le réseau pour différentes raisons, qui peuvent être des raisons financières, des raisons de perte de dynamisme partenarial, de changement d'équipe, de changement de portage politique ou technique. Et à ce moment-là, la professionnalisation peut être une façon de cimenter, cimenter ces cités des métiers qui pourraient être en difficulté. C'est aussi un autre niveau de ciment plus élargi dans le cadre du réseau. Et là, je pense aux centres associés qui sont des formats souvent hybrides qui ont un certain flou structurel au niveau du label et puis qui pourraient bénéficier d'une professionnalisation à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils sont ce sont des structures satellites rattachées au réseau, je ne sais plus si je l'ai dit, et leurs réalités sont très proches d'une pratique en cité des métiers, sauf qu'elles ont quelques différences et ces centres associés pourraient être fédérés par une professionnalisation qui leur est propre. Il pourrait y avoir aussi une supervision, une intervision. Il pourrait y avoir aussi de l'analyse de pratiques entre pairs pour ces centres associés qui restent un peu en marge pour certaines et qui méritent de monter en compétences pour devenir elles-mêmes des cités des métiers à part entière. Quels sont les enjeux, les prochains défis, les enjeux, les prochains enjeux? Excusez-moi, je me repère dans mes notes, je reprends mon schéma heuristique. Rien de tel. Donc, je l'ai dit, ces différents niveaux de professionnalisation pour les différents publics internes au réseau. Il y a aussi un enjeu de poursuivre le chantier de la certification interne. Parce que, je l'ai dit, si on a le niveau Master Trainer, on pourrait avoir une certification de formateur et ensuite de formateur de formateur. En partant de la même logique de référentiel de compétences qui sont à finaliser, qui sont prêts, qui sont pratiquement aboutis. Donc le chantier est tout à fait réaliste et réalisable. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je pense que le temps imparti est écoulé. Et puis j'ai le plaisir de transmettre le micro à Massimo. D'accord.
Merci beaucoup, Julia. Juste pour te passer la parole, Massimo. Massimo, donc, qui est manager de la Cité des métiers de la Suisse italienne. Nous l'avons convié parce que ça nous paraissait intéressant d'avoir son retour d'expérience. Cité des métiers qui est relativement récente, même s'il y a déjà quelques années d'expérience et d'ouverture, et donc qui a pu bénéficier des actions de professionnalisation du réseau, et donc à quelques années après ce travail-là d'ouverture et d'acculturation au concept des cités des métiers, il nous paraissait intéressant de pouvoir avoir ton retour d'expérience sur la question. Je t'en prie. Oui, avec beaucoup de plaisir. J'essaie de porter mon témoignage parce que peut-être un peu d'histoire, une petite histoire de notre réalité. Une cité des métiers qui a été inaugurée, ouverte dans le mois de janvier 2020. Ça veut dire un mois et demi avant la période de confinement Covid. Et donc c'était une époque un peu difficile. Une époque où, malgré tout, on a appris aussi des nouvelles modalités de travail. Mais d'abord, quel était notre projet à l'époque, déjà dans l'été 2019, quand je suis arrivé sur le projet? Il y avait plusieurs buts. Premier but, d'expliquer à l'intérieur de notre porteur de projet, ça veut dire l'administration publique de la région de la Suisse italienne, qu'est-ce que signifie réaliser une cité des métiers. Et là-bas, on a tout de suite compris que la ressource la plus importante de la cité des métiers, comme dans toutes les entreprises, c'est la ressource humaine. Donc les conseillers, l'équipe et les conseillers. Grâce à le travail d'accompagnement qui a assuré la Cité des métiers de Grande Genève, surtout la directrice Gemma Schreiti, Cité des métiers marraine, on a partagé l'esprit de le travail dans le réseau. Et donc les bonnes pratiques de Genève sont bien gérées chez nous. On a essayé de faire le mieux possible parce que les ressources ne sont pas infinies. Mais je peux dire, après 5 ans, qu'on a toutes les ressources pour faire un travail de qualité. En ce qui concerne la professionnalisation des conseillers, déjà dans l'été, dans le mois d'août 2019, premier but, le recrutement des conseillers chez plusieurs services de l'administration publique. L'orientation, la formation professionnelle de base et continue, les collègues de le marché du travail, chômage, etc. Et là-bas, grâce à le travail que nous avons fait avec Madame Schreiti, on a bien expliqué le concept de travail de réseau et qu'est-ce que signifie travailler dans une cité des métiers dans le rôle de conseiller. Après, peut-être une chose importante, notre territoire c'est un peu particulier, pas grand-chose, mais ça vaut la peine de l'expliquer. C'est une région de montagne, c'est une région où il y a les vallées, donc il y a quelques difficultés d'accès pour le public. Donc voyager, se déplacer pour venir chez nous dans notre cité des métiers qui est à Bellinzone, dans la capitale du territoire, c'est pas simple pour tous. Et donc nous avons essayé de faire un travail de promotion de l'activité dans le territoire. Ça c'est un peu le concept de communication que nous avons géré aussi au niveau politique. Après le recrutement, on a fait plusieurs moments où nous avons anticipé les situations que les conseillers peuvent rencontrer dans les 4 pôles de conseil. Et on a joué le rôle grâce à l'expérience de Genève et des autres cités des métiers dans le monde. Et finalement est arrivée l'ouverture.
malheureusement la période de confinement, mais après la réouverture et les stratégies de relance de l'activité, nous avons mis dans nos calendriers un moment de bilan pour partager les premières expériences que l'équipe et les conseillers des 4 pôles et de le service d'accueil ont fait dans les premiers mois d'activité. Grâce à ce travail, nous avons tout de suite compris que c'était une bonne chose aussi au niveau stratégique de mettre dans notre philosophie de travail et dans les buts de la Cité des métiers de la Suisse italienne un moment de mise à jour chaque année. Et pour faire ça, nous avons bien profité de l'organisation que Julia a bien expliquée. Et ça nous a permis de relancer le concept de travail, de partager les bonnes pratiques et de rester dans la philosophie de le réseau et des autres cités des métiers. Je veux le répéter, la Cité des métiers de la Suisse italienne, que maintenant est dans la 5e année d'activité, a profité d'une bonne organisation en ce qui concerne la professionnalisation des conseillers. Merci beaucoup Massimo pour ce retour d'expérience qui donne à voir un peu plus concrètement les impacts et comment ça permet d'accompagner aussi ces actions de professionnalisation, la construction et la pérennisation des cités des métiers sur les territoires. Je donne maintenant la parole à Corinne Lamontagne qui s'investit au sein du réseau, au-delà de son rôle de conseillère en cité des métiers à Bruxelles, également comme conseillère formatrice donc au sein du groupe des conseillers formateurs que présentait Julia. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de ton travail au sein de ce groupe, ton parcours au sein du réseau et un peu ton intérêt, qu'est-ce qui stimule ton investissement au sein de ces actions du réseau? Merci. Alors en fait, autant, je dirais, au niveau de la Cité des métiers de Bruxelles, le paysage institutionnel est assez complexe puisqu'on a des institutions à Bruxelles qui sont néerlandophones, d'autres francophones, des budgets qui sont régionaux, des budgets qui sont communautaires. Et donc, travailler dans une institution où on informe surtout des dispositifs pour ma part, c'est pour les francophones, mais à la Cité des métiers, il y a aussi des néerlandophones. Travailler dans un système très complexe, c'est aussi avoir envie à un moment donné de creuser un petit peu plus loin et de se dire où est-ce qu'on se situe dans ce contexte. Alors l'organisme auquel j'appartiens, qui est Bruxelles Formation, un petit peu l'équivalent de France Travail Formation, comme vous diriez en France, a déjà depuis très longtemps pensé à organiser une cité des métiers, à développer une cité des métiers et à finalement trouver le créneau grâce aux partenaires et aux volontés politiques de pouvoir développer une cité des métiers à Bruxelles avec ses partenaires de manière aussi pratique pour les usagers qu'elle serait bilingue pour les usagers. Donc les partenaires se sont démultipliés. Ce qui était intéressant pour moi, qui faisait partie déjà de l'équipe au départ, qui a été, je dirais, à l'origine aussi du projet Cité des métiers, c'était que ce projet, le concept de la Cité des métiers, nous le pratiquions déjà d'une certaine manière, tout en ne pouvant pas respecter certains principes, mais nous partagions déjà cette volonté de mettre en lumière tout ce qui se passait sur le territoire pour mieux mettre en lumière les actions dont nous faisions la promotion. Parce que mettre en lumière les actions dans lesquelles se situent les usagers, dans lesquelles les usagers peuvent trouver la meilleure formule, c'est le meilleur moyen de mettre en relation la bonne offre avec la bonne personne. Et donc, nous avions déjà pleinement intégré certains aspects du concept à cette époque-là, et j'étais déjà une convaincue avant l'heure du concept. Donc, pas de problème pour moi, bien évidemment, de continuer mon travail et d'intégrer la Cité des métiers avec l'équipe en question. Ce fut d'ailleurs un très grand plaisir. Au niveau de la pratique du conseil en Cité des métiers, alors c'est un concept qui est assez facile à pratiquer
Quoique, quand on vient d'une institution qui a déjà une culture, on arrive à la Cité des métiers et on se dit, ma foi, je vais devoir adopter une autre culture. Alors, les services gratuits, ma foi, ok, c'est assez facile. Les services tout publics, là, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué parce que on avait l'habitude d'être en interaction avec certains types de publics et tout à coup, on va recevoir d'autres publics, mais comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter? Et puis, sans rendez-vous, sans rendez-vous, avec rendez-vous, tout est une question de gestion des flux. Et là, je dirais qu'au niveau de la Cité des métiers de Bruxelles, il y a des choses qui ont été mises en place qui sont assez remarquables pour gérer les flux parce que nous recevons énormément de personnes par an. Et puis, il y a d'autres aspects au niveau du conseil qui sont l'anonymat, la neutralité du conseiller, le travail avec d'autres partenaires. Mais comment on va mettre ça en pratique? Et en fait, je dirais que c'est plonger dans la réalité de terrain, que progressivement, on en arrive à converger tout en gardant ses particularités, parce que ce sont des expertises, mais à converger vers une manière de conseiller où l'on fait appel justement aux partenaires. Et on se rend compte qu'en connaissant mieux les partenaires et leur offre de services, on peut beaucoup mieux mettre en lumière ses propres expertises et savoir où elles se situent dans ce paysage par rapport aux autres et le lien qui est fait avec les expertises des partenaires. Et ça, c'est une richesse parce que si nous, on le comprend, on va bien évidemment pouvoir beaucoup mieux l'expliquer aux personnes qui, elles, comprennent parfois très mal le paysage institutionnel qui est parfois bien compliqué à comprendre, il faut l'avouer. Alors déjà, en partant de cette expérience, j'ai pu travailler donc dans la Cité des métiers en tant que conseillère et me confronter à la culture des autres, au questionnement des autres conseillers aussi, qui comme moi découvraient le conseil en Cité des métiers, à une manière de formuler ou d'expliquer les choses, ou une manière d'accueillir déjà en toute neutralité, en anonymat ou en respectant l'anonymat de la personne. On a pu je dirais, un petit peu se casser les dents parfois et puis se trouver ses marques par rapport à ces éléments du concept et les pratiquer finalement en comprendre le sens pleinement et les pratiquer pour une chose qui est primordiale, c'est pour répondre aux besoins de l'usager puisque l'usager est au centre de la Cité des métiers. Ses besoins sont au centre de la Cité des métiers. Alors ensuite, quand j'ai pu, je dirais, m'aguerrir au concept, il était évident qu'étant convaincue moi-même du concept, j'avais vraiment un grand plaisir, quand on me l'a proposé, à pouvoir intégrer l'équipe de formateurs du réseau. L'équipe de formateurs du réseau m'a apporté quelque chose en plus, qui est que, toutes différentes, les cités des métiers, eh bien oui, parce que quelque part, on a un même concept, mais que l'on va déployer en fonction de la culture du pays ou du territoire, en fonction d'une manière de formuler ou d'expliquer les offres de services, en matière de méthodes de développement peut-être d'outils ou d'ateliers ou d'événements qui vont capter peut-être certains publics un peu mieux. Et donc tout cela amène à des partages. Alors déjà la formation du réseau et le fait je dirais, de faire partie de l'équipe de formateurs, je ne me considère pas comme formatrice, mais je me considère comme quelqu'un qui va échanger avec ses pairs. Parce que les personnes qui viennent en formation dans le réseau sont des personnes qui ont déjà par ailleurs une expertise de conseiller et puis qui viennent rejoindre le réseau et qui viennent pour la plus-value, justement, dans la formation, la plus-value, comment je vais pratiquer ce que je connais déjà, mais en m'enrichissant des éléments du réseau qui vont me permettre de pratiquer avec des nuances. Et donc, moi, c'était tout un plaisir de pouvoir intégrer ce réseau de formateurs parce que, justement, en s'enrichissant ou en aidant les autres, en transmettant aux autres des éléments qui vont leur permettre de s'enrichir, je m'enrichis bien évidemment aussi. Ça n'était pas égoïste, non, je ne suis pas rentrée vers les formateurs, dans le groupe de formateurs pour m'enrichir moi toute seule. Je suis bien évidemment entrée dans le groupe de formateurs pour partager parce que ça, c'est une réelle richesse que présente le réseau, c'est que l'on peut partager.
Tout comme quand on crée une cité des métiers, on peut partager avec ceux qui ont déjà créé la cité des métiers et être parrainés ou marrainés. Tout, bien évidemment, les conseillers, eux, peuvent s'épauler entre pairs en organisant justement la formation et aussi en organisant de temps en temps des partages de bonnes pratiques, comme avec la boîte à outils dont la partie, je dirais, outils va être alimentée incessamment sous peu. Et donc, c'est un plaisir de faire du lien. Alors, je dirais aussi qu'en Cité des métiers, conseiller, c'est faire du lien humain. Faire du lien humain, c'est primordial. C'est vraiment la personne qui est au centre du dispositif. Et quand nous avons dû faire face à la Covid et que nous avons, je dirais, ma collègue et moi, été plongés, je dirais, dans la réalité qui était, nous ne pouvions pas nous déplacer, ou du moins moi, et donc nous devions agir l'une en présentiel, l'autre à distance, eh bien nous avons pu aussi être plongés dans un nouveau monde qui est celui des outils numériques et pouvoir bénéficier justement d'un test ensemble que nous avons bien relevé d'ailleurs avec la Suisse italienne qui est présente puisque nous sommes tous les trois présents aujourd'hui pour en témoigner. Nous avons en fait donné une formation hybride. Alors les outils d'hybridation, les outils bientôt de l'intelligence artificielle vont faire partie de nos modes de fonctionnement et c'est pour ça que je disais faire du lien humain. Et pour mettre l'intelligence artificielle et le numérique à leur place, je dirais faire du lien humain grâce aux outils numériques. Parce que les outils ne vont pas prendre le pas sur l'humain, mais nous allons utiliser les outils pour pouvoir communiquer à distance, pour pouvoir transmettre à distance, faire du lien à distance. Le lien humain reste bien évidemment primordial. Alors la montée en compétences, bien évidemment, c'est aussi l'échange d'outils, l'échange de bonnes pratiques que nous pouvons avoir et qui nous fait aussi avoir de nouveaux repères dans notre pratique du conseil pour faire vivre les valeurs de la charte et enrichir notre quotidien grâce à tous ces éléments. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Corinne pour cette explication très concrète de ton parcours, de ce que ça signifie aujourd'hui de contribuer à la formation, à la professionnalisation des conseillers du réseau et puis cette petite ouverture sur les perspectives à venir, les outils qu'il nous faudra sûrement intégrer dans les prochains temps. Donc merci beaucoup. Je voudrais donner donc la parole maintenant à Pauline Boivin du Lifelong Learning Platform. Donc Pauline, est-ce que tu peux peut-être nous présenter un petit peu le réseau, vos membres, les actions que vous menez de manière générale, et puis peut-être nous faire un petit point sur comment vous comprenez cet enjeu de professionnalisation ou de formation au sein du réseau. On parle de professionnalisation au sein du réseau des cités des métiers. Peut-être que chez vous, vous avez d'autres façons d'évoquer la chose, que vous parlez plus de formation. Pour nous, ça a une signification particulière, cette question de professionnalisation. Voilà, je t'invite à peut-être nous donner un petit peu de perspective sur comment vous envisagez ces questions-là. Merci, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là et en plus pour parler de réseau, en fait, je me suis rappelé pendant qu'on faisait cette conférence que j'ai fait ma thèse de master sur les réseaux qui sont formalisés sous forme d'association et donc voilà, c'est un sujet qui m'a intéressée déjà à l'époque quand j'étais étudiante et donc c'est sympa de pouvoir encore en parler dans le cadre de cette conférence aujourd'hui. Je vais d'abord présenter mon organisation parce que c'est un peu l'organisation étrangère là avec toutes les cités des métiers. Nous, on est également basé à Bruxelles. On est une association de la société civile qui rassemble les acteurs de l'éducation et de la formation au niveau européen. Donc on représente à la fois ces acteurs, ces parties prenantes, mais également les apprenants, les citoyens. Et on est un peu la supra-tête de réseau, puisque finalement tous nos membres sont des réseaux et sont des réseaux européens. Donc on est une organisation aussi appelée Ombrelle. On a 44 membres de réseau, dont le réseau international de Cité des métiers, c'est dans ce cadre qu'on a été invité, et qui ont eux-mêmes, des membres au niveau national, local, et ça peut être des entités, ça peut être encore des associations nationales, etc. Donc c'est vraiment on est un peu la tête suprême du réseau, on va dire.
qui sont nos membres. Bon, c'est des associations, pareil, ou des fondations. Ça peut être aussi, on est un membre, c'est une coopérative. Donc c'est assez diversifié. C'est des réseaux d'écoles, c'est des réseaux d'universités, c'est des réseaux d'étudiants, d'associations de parents. Voilà, c'est assez large, l'enseignement professionnel. Donc vraiment des acteurs très diversifiés. Mais là, je peux parler un peu des formations que l'on donne à nos membres, puisque finalement, les métiers que l'on trouve dans ces associations et dans toutes les associations qui sont des réseaux sont assez similaires. On trouve les métiers de la communication, les gens qui sont responsables de la communication, de la direction. On trouve des gestionnaires de projets, beaucoup, parce qu'on travaille au niveau européen notamment, donc on bénéficie beaucoup de financements européens. Qu'est-ce qu'on a encore? Les gens qui suivent les politiques européennes. Et nous, c'est aussi un gros aspect de notre travail, c'est qu'on suit les politiques européennes en matière d'éducation. Et du secrétariat, etc. Donc voilà, c'est assez, finalement, ça, c'est, même si nos membres sont dans des secteurs, représentent des acteurs un peu diversifiés, ils ont quand même des métiers assez similaires. Qu'est-ce qu'on fait? La Lifelong Learning Platform, la plateforme de l'apprentissage tout au long de la vie. On fait pour partie, donc on suit les politiques européennes et on réagit aux politiques européennes. On essaye d'influencer ces politiques européennes en matière d'éducation pour qu'elles s'améliorent. Voilà, pour que ce soit de meilleure qualité, plus innovante, plus inclusive, etc. Ça, c'est une partie de notre travail. Et pour autre partie, on a beaucoup de projets et aussi des campagnes de communication, par exemple pour les élections européennes actuellement. Et moi, je suis un peu hybride dans mon travail, donc je travaille à la fois dans le suivi des politiques, sur certaines thématiques comme les compétences, la valorisation des compétences, mais aussi sur la gestion de projets européens. Et je vais donner quelques exemples en termes de formation. On a beaucoup de projets européens, Erasmus+, notamment. Et puis on promeut aussi l'apprentissage tout au long de la vie, on favorise la coopération cross-sectorielle pour, comme l'expression assez courante le dit, casser les silos. Voilà. Et l'enjeu de développement organisationnel, puisqu'on est une association qui a été créée à la base par, je crois, 3 ou 4 membres de notre réseau, on est vraiment au service de nos membres. Donc l'enjeu de développement organisationnel est vraiment un enjeu très important pour nous. C'est l'un de nos enjeux phares dans notre stratégie triannuelle. Alors, je vais parler un peu d'exemples assez concrets de formations que l'on donne pour nos membres, en partant peut-être du plus formel, entre guillemets, donc on va peut-être parler de formation, même si nous, on a vraiment une vision de l'apprentissage qui est très, très, très large. C'est-à-dire qu'on apprend partout dans cette conférence, on apprend, je l'espère, en tout cas vous apprenez, en écoutant les intervenants, on apprend, etc., en parlant à nos amis, à la famille, en regardant des vidéos YouTube, on apprend, voilà, on a une vision très très large de l'apprentissage. Donc je vais commencer plutôt par ce qui est plus formel, c'est-à-dire plus structuré, avec des acquis, des objectifs d'apprentissage, etc., des compétences que l'on souhaite développer, en allant vers le plus informel et donnant, on a beaucoup d'exemples informels. En termes de formation plus formelle, du coup, on a en début d'année, on va donner un questionnaire à nos membres avec une liste de sujets sur lesquels on estime qu'ils ont un intérêt à se former en termes de communication, par exemple, de gestion de projet, ça revient beaucoup. On a aussi proposé une formation en termes de stratégie organisationnelle. Je pense que ça avait été suggéré par nos membres. Et donc on a ce questionnaire et puis voilà, nous on se dit pas on va identifier les besoins de nos membres juste comme ça à la louche. On leur pose le questionnaire, on voit là où il y a le plus de demandes et on leur propose une formation. On a parlé du Covid, la période Covid, on avait fait une facilitation de réunions en ligne ou d'événements en ligne, on avait proposé ça, voilà, il y avait pas mal de demandes sur le sujet, quel outil utiliser, les outils comme de participation de l'audience, Mentimeter, Slido, tout ça, et d'autres outils. Et en termes de profil, ça va on a beaucoup, surtout des stagiaires qui sont formés par nos actions de formation, mais par exemple pour tout ce qui était stratégie organisationnelle, ça allait plutôt être des managers qui se sont inscrits, puis on demandait aussi un certain niveau d'expérience et de connaissance de leur organisation pour y participer. Et on a à peu près 2 formations par an qui sont mises en place de cette manière. Ça va de 2 heures à une demi-journée, voire une journée en général. À la fois en ligne et en présentiel, ça dépend du formateur.
Voilà, après, il a été proposé par notre comité directeur plus récemment de dire, en fait, nos membres ils peuvent être formateurs aussi, hein, c'est la formation entre pairs dont vous avez un peu parlé aussi précédemment. On s'est dit, il y a des connaissances, il y a des compétences parmi nos membres, pourquoi pas, j'avoue qu'on a posé la question, est-ce que vous voulez organiser une formation ? Ça ne s'attendait pas forcément à des réponses, beaucoup de suggestions, mais finalement ça a été fait, que ce soit qu'on les rémunère ou pas, mais ils ont proposé une formation notamment sur les méthodes de recherche. Il y avait une intervention, une conférence avant sur le citoyen chercheur, la société civile chercheur. Nous aussi, on aime aussi développer nos compétences en termes de recherche au sein des organisations de la société civile. Puis ça se fait aussi parfois sur juste de l'échange de bonnes pratiques. On n'a pas toujours une structure claire avec un formateur qui parle pendant 2 heures, mais aussi parfois c'est juste un échange entre les membres, par exemple sur la mesure d'impact. Comment vous mesurez votre impact social dans votre organisation ? On a eu des échanges entre les différentes organisations, comment ils avaient mis ça en place, à quel point ils étaient avancés ou pas sur cette question. Aussi, on utilise beaucoup les projets européens pour organiser des formations. On avait par exemple le projet Keep Impact, dans lequel on a travaillé avec la Cité des métiers, où on a organisé des formations sur la gestion multipartenariale, côté financier, administratif, de communication, etc., pour principalement les gens qui travaillent dans les cités des métiers, qui sont conseillers d'orientation professionnelle. Donc ça, je pense que le site internet est toujours en ligne et les modules de formation toujours accessibles. Et aussi, par exemple, cette année, nous travaillons à développer un outil numérique à destination des conseillers d'orientation professionnelle, un outil de carte de compétences. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un jeu de cartes où on échange sur notamment les compétences transversales, mais pas que, avec des groupes en présentiel. Et puis on s'est dit, on va numériser cet outil pour les conseillers parce que ça permet une diffusion plus large. Ça a d'autres avantages aussi pour les conseillers. Et donc on travaille à développer ça. Et donc une fois qu'on aura créé l'outil avec les conseillers, en consultation des conseillers, on va les former, en former d'autres pour l'utiliser. Et donc les financements européens donnent tout un ensemble de ressources en termes de temps, en termes de personnel, qui est assez important pour les formations, pour faire des choses de qualité et des formations de plus longue durée. Et tout en allant vers plus de formations informelles, on a de plus en plus de demandes dans notre réseau, à la fois de membres de notre réseau, mais aussi d'organisations externes, pour faire du job shadowing. Il y a aussi des financements européens pour ce type de formation, c'est-à-dire qu'on est professionnel, on va dans une autre organisation. En général, c'est une durée assez courte, ça va d'1 semaine, 2 semaines, moins d'1 mois, mais ça peut être aussi plus long, pour observer comment quelqu'un travaille. Et donc, c'est souvent des pairs, des gens qui travaillent dans le même secteur, qui font le même métier, mais pas forcément. Par exemple, juste cette semaine, on a une demande du directeur de la Fédération des maisons de l'Europe pour venir faire un job shadowing chez nous et observer comment on travaille au niveau européen avec nos membres. Et je pense qu'il nous a contactés parce qu'il a vu qu'on avait 44 membres qui ont aussi des dizaines de milliers de membres au final. Et donc, ça les intéressait de voir un peu comment on travaille au niveau européen. En plus, c'est leur thématique. Et enfin, je terminerai, comme ça on aura un peu de temps pour les questions. Parce que tu m'avais demandé, Virginie, un peu si on avait des réflexions en termes de certification et de mesure d'impact. Alors, la certification... on y pense, on pense à faire des badges, des open badges, des certificats aussi, tout bêtement, qui indiquent quelles sont les compétences qui ont été acquises, etc. Alors ça demande un certain investissement, du temps. Trouver la bonne plateforme pour les délivrer, ou alors c'est juste un certificat fait sur Word, mais bon. Donc ça demande toute une réflexion. Et la question, c'est dans quelle mesure c'est utile pour la personne qui le reçoit. Il y a plusieurs utilités à ce type de certificat ou de badge. Ça peut être juste une reconnaissance personnelle. La personne a un petit diplôme, elle est contente, elle est reconnue pour ce qu'elle a appris. Ça peut être bien sûr quelque chose à valoriser dans son parcours professionnel, en termes d'employabilité pour son prochain métier, etc. Donc à voir. Si par exemple cette personne se forme en gestion de projet, mais son travail c'est de la gestion de projet, est-ce que finalement dans son futur employeur va plutôt valoriser son expérience de 2 ans en gestion de projet ou la formation de 2 heures que nous, la Lifelong Learning Platform, leur avons donnée à telle année, etc. Je pense que là le certificat n'a pas vraiment de valeur par rapport à l'expérience, donc c'est aussi une question à voir, à trancher. Est-ce que vraiment c'est si important que ça ?
Puis la mesure d'impact, alors on est effectivement spécialiste en termes d'apprentissage, on étudie beaucoup les compétences, comment mesurer les acquis, l'apprentissage, etc. Mais c'est jamais évident finalement dans une cadre d'une formation de mesurer la montée en compétences. Parce que pour moi, en 2 heures, on peut acquérir beaucoup de connaissances, mais les compétences, c'est quand même quelque chose qui s'obtient sur le temps long. Alors, passer du niveau 4 au niveau 5 en termes de compétences, c'est difficilement mesurable, en tout cas sur une courte formation. Alors, si c'était 6 mois, c'est autre chose. Mais on essaye de développer des outils. C'est simplement des questionnaires d'auto-évaluation avant la formation et puis après la formation. Est-ce qu'on peut parler d'impact? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si la personne en retire quelque chose et que ça va changer sa pratique professionnelle, c'est déjà quelque chose. Et ça, on peut le faire à l'issue de la formation. C'est plutôt un résultat d'apprentissage. Et puis, 6 mois après, est-ce que cette personne a mis en pratique, je sais pas, il a utilisé un nouvel outil numérique et puis finalement, il l'a utilisé dans son cadre professionnel. Et donc là, on mesure qu'on a eu effectivement un impact. Et si on additionne toutes ces formations, toutes ces évaluations individuelles, on arrive à un impact en termes d'apprentissage de notre organisation que l'on relie à toute notre mesure d'impact social, parce que de plus en plus de financeurs demandent quel est votre impact. Voilà, c'est ce qu'on essaye de prouver également. Et comme on est un peu spécialiste de l'apprentissage, ça fait sens que l'on mesure ça également. Donc on développe ça pour le futur, mais ce n'est jamais évident, en tout cas en termes de connaissances. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup ces derniers temps. Et puis cette année, en tout cas en 2023, on a produit notre première stratégie de mesure d'impact qu'on essaye de mettre en place petit à petit. Voilà. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos membres. Et je terminerai du coup sur ça. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Pauline pour tous ces éléments que je trouve très intéressants. Alors sur la question de la mesure d'impact, le réseau également a été intéressé sur à se positionner sur ces questions-là, sur comment on est alors nombreux aussi, et puis on converge quand même vers des enjeux assez communs en termes de cité des métiers. Donc mesurer notre impact, c'est quelque chose qui fait partie aussi de notre stratégie sur du moyen long terme. Donc il est 16h53, je ne sais pas si on a encore du temps. Non, c'est fini. Très bien. Bon, on clôturera alors peut-être sur ça. Je vous remercie. Je voudrais remercier les intervenants d'avoir accepté de contribuer à cette conférence. Merci énormément pour vos contributions qui étaient très éclairantes, qui nous ont permis de prendre de la hauteur sur notre pratique en tant que réseau, mais aussi de nous ouvrir un petit peu à d'autres formes. C'est tout part en live. À d'autres manières de procéder et d'autres formes d'organisation en matière de réseau. Donc merci beaucoup. Et puis merci également à celles et ceux qui nous ont écoutés et qui étaient là à cette conférence. Merci enfin aux organisateurs.